Reprenons l'exemple de notre pattern singleton du début de cette présentation. On avait donc une classe service avec un champ statique instance de type service, et comme on ne voulait qu'une seule instance de notre objet service, on avait cette méthode statique getInstance dont on avait vu qu'il fallait synchroniser le contenu pour tester si instance était nulle, et dans ce cas-là, pour l'instancier avant de la retourner. Supposons qu'on ait deux threads, T1 et T2, qui cherchent à accéder à ce service en même temps, vraiment en même temps, et il se trouve également que ce sont les deux premiers threads qui cherchent à accéder à ce service, donc le service n'a pas encore été instancié. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du CPU? Eh bien, je vais supposer que le premier thread T1, c'est le thread qui va gagner, qui va rentrer dans le bloc synchronisé, donc qui va instancier mon service. Éventuellement, le thread scheduler va l'interrompre alors qu'il est encore dans le bloc synchronisé, mais même si le thread scheduler donne la main à T2 à ce moment-là, T2 ne pourra pas rentrer dans le bloc synchronisé tant que T1 n'en est pas encore sorti. Donc supposons que ce soit le cas. Le thread scheduler donne la main à T2. T2 arrive en entrée du bloc synchronisé, et là immédiatement le thread scheduler se rend compte que le moniteur n'est pas disponible, donc il va immédiatement donner la main à un autre thread, éventuellement à T1, qui va continuer son exécution, sortir du bloc synchronisé. Je vais symboliser ça de cette façon-là. Ici T1 rentre dans le bloc synchronisé, ici il en sort, de sorte que, au bout d'un moment, T2 va pouvoir reprendre son exécution, rentrer et sortir du bloc synchronisé avec l'instance de service qui aura été créée par le thread T1. Ça, c'est ce qui se passe quand je suis en monocœur. C'est-à-dire quand je suis sur un CPU qui n'a qu'un seul cœur. Il se trouve que depuis à peu près 2005, c'est-à-dire de nombreuses années, les CPU ne sont plus des CPU monocœurs, mais des CPU multicœurs. Un CPU standard sur un PC de bureau va avoir environ 4 cœurs. Souvent on annonce 8 cœurs, mais ça représente en fait 4 cœurs physiques et un mécanisme particulier pour switcher les threads, précisément, d'un cœur à un autre. Donc pour des raisons commerciales, les gens annoncent 8 cœurs, mais ce sont 8 cœurs virtuels qui correspondent à 4 cœurs physiques. Et sur un smartphone plutôt haut de gamme, on a rapidement des processeurs avec 2, 4 cœurs, éventuellement même encore plus de cœurs que ça. Qu'est-ce qui se passe sur deux cœurs? Sur deux cœurs, j'ai un premier CPU et j'ai un deuxième CPU. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Là, je sors de l'hypothèse dans laquelle j'étais depuis le début de cette présentation, à savoir, une chose à la fois peut se passer. Là, sur une architecture de ce type à deux cœurs, je peux avoir deux choses qui peuvent se dérouler en même temps. Et si j'ai 3-4 cœurs, je passe à 3-4 choses qui peuvent se dérouler en même temps. Supposons que T1 rentre dans le bloc synchronisé, à cet endroit-là. Et au même moment, T2 est exécuté sur le deuxième CPU. Cette fois-ci, le thread scheduler, qui est un peu malin, se dit « Ah, mais je suis sur un processeur multicœur, peut-être que le thread qui possède le moniteur qui me bloque, sur lequel je suis en attente, est en train de s'exécuter sur l'autre cœur. » Donc plutôt que de rendre la main immédiatement à un autre thread, le thread scheduler va déjà attendre un petit peu, voir si le moniteur ne va pas se libérer. Dans le cas précédent, étant donné qu'il n'y avait qu'un seul CPU, le moniteur ne pouvait pas se libérer. Puisque de toute façon, si le thread T2 est en exécution sur le CPU, le thread qui possède le moniteur, lui, il est forcément en attente. Mais dans ce deuxième cas, on n'est plus dans cette situation-là. J'ai un thread qui s'exécute sur un cœur, un autre qui s'exécute sur un autre cœur, et donc éventuellement le moniteur peut être libéré sur l'autre cœur. Mais, manque de chance, ça n'arrive pas, et le thread scheduler va passer la main à un autre thread sur CPU2.
Au bout d'un moment, le thread T1 reprend la main sur CPU1 et finit par libérer le moniteur ici, ce qui va permettre au thread T2, peut-être sur CPU1 également, ça on peut pas le prévoir, de continuer son travail et de venir lire la valeur d'instance. Les choses se passent différemment quand on est sur une architecture à plusieurs cœurs que quand on est sur une architecture à un seul cœur. Ça, c'est une des différences, mais ça n'est pas la seule.